Bienvenue à tous. C'est une joie de nous retrouver en ce samedi pour ce rendez-vous de la librairie de l'école de la cause freudienne, dont je salue la responsable Isabelle Magne et les membres de son équipe, avec la participation de son directoire composé d'Anaëlle Lebovitz, qui est là à la table, Alice Delarue et Angèle Terrier aussi. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jacques-Alain Miller, psychanalyste, membre de l'ECF et fondateur de l'AMP, l'Association mondiale de psychanalyse. J'ajouterais que des décennies durant, vous avez tenu un cours dit de l'orientation lacanienne, et c'est ce syntagme, au fond, qui m'est venu après la lecture de votre recueil, qui nous réunit aujourd'hui, Comment finissent les analyses, paradoxe de la passe. Ce qui se démontre à la lecture des articles qui forment ce recueil, le premier date de 1977 et le dernier de 2002. Ce qui se démontre dans la lecture de ces articles, c'est une orientation. Lacan, après avoir créé son école en 1964, introduit 3 ans plus tard la passe comme principe de sélection, sous l'accent d'un triple souci que l'on retrouve tout au long de son enseignement. Le premier concerne la psychanalyse elle-même. Elle est un bien commun, comme vous le rappelez dans l'un de vos articles, ce qui veut dire qu'elle n'est pas affaire de professionnels de la profession, qu'elle ne se réduit pas à une quelconque technique. Le second consiste à n'avoir jamais lâché sur l'exigence de contrôle, notamment concernant le psychanalyste, celui qui veut le devenir. Quelle idée se fait-il de cette fonction ? Le troisième accent, et contrairement à Freud, c'est que pour Lacan, une analyse, ça se termine, ça se finit. Et c'est le titre de votre recueil. Ce qui est frappant aussi dans votre recueil, et parcourant les articles chronologiquement, c'est l'extrême constance, non pas d'une définition de la passe, c'est impossible me semble-t-il, mais d'une orientation. Vous la retracez sans cesse, repartant souvent du fait que Lacan l'a introduite en 1967 et qu'il a dû batailler pour la faire adopter par ses élèves. Vous rappelez aussi qu'après sa mort, les différents groupes constitués par ses élèves s'empressèrent de s'en débarrasser. L'école de la cause freudienne, elle, dès son début, l'installa en son cœur et, par le biais de l'AMP, cette passe fut adoptée en Europe et en Amérique latine. Cette orientation est par vous rendue vivante et à la déployer, vous y introduisez du nouveau. Comment finissent les analyses est sans point d'interrogation. C'est une affirmation qui fait promesse qu'une démonstration est possible du comment ça se termine. Mais le sous-titre, paradoxe de la passe, a comme un effet de calmer les ardeurs. Attention, la passe produit bien des paradoxes et la rend précaire d'une certaine manière. Je trouve que les articles de votre recueil témoignent chacun, selon le moment de l'école dans son rapport à la passe, d'une véritable aventure qui continue encore aujourd'hui. Ce recueil, réalisé vitesse grand V, aux éditions Navarin, sous la responsabilité d'Ève Miller-Rose, et par le travail acharné d'une équipe d'édition dirigée par Pascal Fary, est aussi un cadeau. C'est ainsi que je l'ai pris, un présent sur la passe. Au moment même où l'école de la cause freudienne, par son collège de la passe, se penche à nouveau sur ce que l'on peut appeler des dysfonctionnements de sa procédure. Donc, un présent pour aujourd'hui, certes, mais surtout pour l'avenir de la passe. Alors je vous propose d'entrer dans le vif de notre conversation que nous avons préparée en vous faisant parvenir des questions qui vous ont été adressées à la fois par les membres de l'équipe, de la librairie et du directoire. Je vous donne la parole. Bon, alors je voudrais d'abord saluer les collègues qui vont suivre cette causerie, ces échanges par Zoom. Et je salue aussi ceux qui sont présents dans le salon de la rue Huysmans. Je remercie Éric Zuliani et le directoire d'avoir pensé à cette séance, si je puis dire. Il faut aussi que je remercie
celle sans qui ce recueil n'existerait pas, Pascal Fary, qui recueille d'une façon générale mes articles qui se sont écrits au fil du temps. J'ai été, étant donné qu'il y avait sur cette question de la passe actuellement dans l'école une controverse, qu'on a sorti le collège de la passe et que c'est pas encore terminé, je me suis dit, rassemblons dans cet ensemble ce qui concerne la passe. Donc c'était complètement d'actualité, d'ailleurs ça se voit dans le liminaire, c'est écrit extemporé pour ce qui avait lieu aujourd'hui même et qui intéresse d'ailleurs les autres écoles de l'AMP qui n'attendent que le vote du règlement nouveau de l'ECF pour se mettre à leur tour à voir, non pas s'ils doivent limiter, mais enfin où en est la passe chez eux et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'améliorer. Bon. Donc c'était vraiment une publication de politique institutionnelle. Donc, on a rassemblé, Pascal Fary a rassemblé parmi tous les textes de moi qu'elle avait accumulés, ce qui concernait la passe. Nous avons révisé cette liste tous les deux, plus ma fille, Ève. On a dû faire 2 ou 3 ajouts par rapport à la liste établie par Pascal Fary. À l'instant, je me rends compte qu'il y avait un texte qui manque. Peut-être s'il y a un deuxième recueil, il faudra le mettre en annexe ou même au début. J'avais complètement oublié que j'avais commencé, si je puis dire, si jeune, et il y a si longtemps. C'est un texte, si mon souvenir est bon, qui s'appelle « Algorithme de la psychanalyse ». Je me souviens même très bien, alors je l'ai prononcé au cours d'un congrès de l'école freudienne de Paris. Je me souviens très bien de la circonstance, d'abord parce qu'il n'a eu aucun succès. Il a été écouté par des mines complètement fermées. Il y a sans doute eu des applaudissements de politesse, mais ça n'est pas allé plus loin et ça n'a jamais eu la moindre conséquence pour la vie de l'école. Et moi-même, du coup, je n'ai pas insisté pour communiquer ça davantage à l'école. Et je me souviens même que donc j'étais debout à la tribune et Lacan, comme pour les autres orateurs, était assis. Donc je ne voyais pas si ça l'intéressait ou non. Et alors il avait sur la table un exemplaire du Figaro qui était plié, comme on. Bon. Et je me suis dit, si il déplie le Figaro, c'est cuit, exactement. Eh ben, il n'a pas déplié le Figaro et donc j'étais content. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Bon. Enfin, comme si c'était même aujourd'hui, puisque j'y ai pensé aujourd'hui. Au fond, un trait de ma personnalité, c'est que je persévère dans la série. Et je lâche pas. Je lâche pas, et si j'ose dire, je suis pas un lâche. Et donc, je n'ai pas peur, et une fois lancé, je vais jusqu'au bout. Dès que Laurent Dupont m'a parlé, et avant, il y avait d'autres collègues, 2, 3 autres collègues qui m'avaient dit que ça c'est leur surprise de ce qui s'était passé le dimanche. Et quand Laurent Dupont a évoqué qu'il fallait faire quelque chose, j'ai sauté sur l'occasion en disant mais convoquons un collège de la passe qui n'avait pas été convoqué de ça. Et ça a été la commotion dans l'école, dans les 7 écoles. J'étais ravi parce que c'était quand même un acte et pas un tournage en rond. On avait ronronné comme c'est normal depuis le précédent collège de la passe et là le ronron était terminé, c'était plutôt le pan-pan. Pan-pan. Et donc j'étais ravi. Alors, ce qui est clair, c'est que
le côté « je ne lâche pas le morceau », c'est que pour la passe, c'était la même chose et pendant 40 ans. Au fond, oui, ce recueil témoigne chez moi d'une certaine obstination. Et j'ai toujours aimé la devise de Léonard de Vinci qui était « ostinato rigore ». Donc, ça me plaît bien. Et donc, le problème, c'est comment les séries s'arrêtent. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et le problème de l'arrêt des séries, c'est précisément le problème majeur des machines de Turing, de la machine de Turing, où il y a en effet la série indéfinie matérialisée dans la tête, parce que tout se passe dans la tête, on ne construit pas une machine. Ce que ça illustre, la machine de Turing, dont tous les spécialistes, je ne suis pas spécialiste, dont tous les logiciels s'accordent à dire, c'est le principe même des ordinateurs qu'il a découvert. Que les petits Mac qu'on transporte, etc., comme ça, c'est grâce à Turing. Ça commence à se dire un peu plus. Il est surtout célèbre parce que c'est c'est son équipe qui a déchiffré les messages secrets des Allemands, le code Enigma. Alors, j'ai cherché dans le peu de temps que j'avais où est le texte, je ne sais pas combien ça avait, peut-être 15 pages au maximum de Turing, qui me fascinait absolument que ce type avait inventé ça et que ça avait eu de telles conséquences. Et il avait inventé, je vois ça comme ça, il avait inventé par son imagination, par la puissance de son imagination, cette puissance de l'imagination que célèbre André Breton. Je me suis dit que je devais l'avoir, ça devait être un texte qui se trouvait à la fin d'un de mes livres favoris, que j'ai peut-être déjà tweeté, dont j'ai peut-être tweeté l'image. Voilà mon exemplaire, From Frege to Gödel, écrit par Jean Van Eygenort, dont j'ai parlé, qui a commencé comme garde du corps de Trotsky et secrétaire de Trotsky dans l'île de Principo, où il était très sérieusement, parce qu'il m'a raconté tout ça. Et puis, là, je ne sais pas exactement par quel chemin, sans doute après la mort de Trotsky, il est devenu logicien, et c'est pas un inventeur de la logique, mais comme historien de la logique et tout, il a fait ce livre admirable une anthologie parfaitement écrite, vérifiée, avec des notes, etc., des textes qu'on trouvait nulle part. Il a fait ça, Van Eygenort, le garde du corps de Trotsky, l'ancien garde du corps de Trotsky, et moi j'ai eu ça comme livre de chevet à l'école normale. J'étais complètement fasciné par tout, par le format du livre, par son poids, par le papier, par l'impression, et puis quand même par le contenu. Et donc je me suis dit, ça doit être dedans. Je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque, mais pas du tout, parce que ça s'arrête en 1931. Et le texte initial de Turing, d'Alan Turing, est de 1936. Donc je ne peux pas vous montrer le livre initial, mais je peux vous montrer ma dernière acquisition, The Annotated Turing, un tour guidé à travers le papier, enfin l'article historique d'Alan Turing, et sur la machine de Turing. Je l'ai feuilleté, ça n'a pas l'air trop compliqué. À un moment, il y a des formules que je n'arriverai pas à déchiffrer, mais pour le reste, ça a l'air en effet d'une sorte de guide sympathique. Ce qui est spécialement fascinant, c'est que c'est ce qu'on a traduit, une expérience mentale. C'est pas une expérience qu'on fait avec des tubes ou avec, comme Galilée, laissant tomber des trucs du haut de la tour de Pise, chose très sympathique, bien sûr, ou Pascal qui va vérifier des trucs sur le vide à Clermont-Ferrand. C'est pas des trucs comme ça, c'est pas des trucs où on voyage, ou ces histoires de télescopes qui vont regarder les éclipses, etc. C'est purement et simplement dans votre tête, mais il faut avoir la tête bien faite. Donc c'est une expérience mentale, c'est drôle, mais on l'a toujours nommé, on se demande pourquoi.
Sans doute parce qu'ils étaient à la pointe à ce moment-là, on l'a toujours nommé en allemand Gedankenexperiment. Ce qui impressionne beaucoup plus le monde que expérience mentale. Le mental, on n'est jamais sûr, c'est un peu débile, comme dit Lacan. Des expériences mentales, ceux qui se masturbent en ayant des images, il faut une expérience mentale aussi. Bon. Enfin, c'est pas du même type. Donc, retenez bien que c'est pas matérialisé le moins du monde. Le point de départ, c'est une bande de papier. Voilà, c'est ça le terme qu'on emploie classiquement, un ruban de papier. C'est pas difficile à imaginer, mais il faut l'imaginer comme infini. Mais les mathématiciens, ça ne les dérange pas d'imaginer l'infini. Vous n'avez peut-être pas l'habitude. Vous imaginez simplement que vous ne venez jamais au bout. Vous tirez, et puis vous ne venez pas au bout. Ça ne s'arrête pas, justement. Ça ne s'arrête pas. Donc un ruban de papier qui traverse la machine, qui passe dans la machine. Je ne sais pas comment on pourrait imaginer cette machine. Un petit machin noir, ça suffit, un petit machin noir dans lequel il y a une fente et le papier passe là-dedans. Il y a un homme près de Rennes qui a... Comment ? Il y a un homme près de Rennes qui a reconstitué la machine de Turing. Qui ? Un homme, monsieur Reynaud, près de Rennes. Comment ? Reynaud ? Reynaud, R-E-Y. Comment vous savez ça ? Parce que je m'étais intéressée à ça. Ah, mais c'est formidable. Alors là, j'ai une âme sœur. Ça m'en bouche un coin. Vraiment, merci. Ça, je ne m'attendais pas qu'il y ait ici, dans l'assistance, une personne intéressée par la machine de Turing. Bon, alors vous allez pouvoir contrôler ce que je raconte, alors. Et la bande de papier est divisée, on ne dit pas par qui, est divisée en petites cases. On représente ça en général par des petits carrés, le bord étant le bord de la bande de papier, et puis des traits verticaux. C'est des cases égales. Ça respecte un principe d'égalité qui est cher au cœur des Français. Ça ne respecte pas le concept de liberté, parce que tout ce qu'on raconte ici est contraint du début jusqu'à la fin. Si ça se mettait à danser la gigue, on ne pourrait pas faire des ordinateurs, n'est-ce pas ? Et est-ce que ça respecte la fraternité ? Enfin, ça discute. Il y a eu beaucoup de fraternité dans l'équipe d'Alan Turing. Bon, ça va comme ça. Alors, divisé en petites cases, et c'est case par case que c'est dans la machine. C'est clair, ça. Et donc une case à la fois. Donc la bande de papier est infinie, divisée en cases, elle passe dans la machine et elle répond à des instructions mécaniques. Elle bouge d'une case à chaque fois, à gauche ou à droite du ruban, de l'endroit où elle est. Donc, elle bouge, mais c'est pas une grande voyageuse, c'est pas une danseuse, elle est très bornée. Et alors, elle a la capacité d'écrire, mais pas d'écrire des romans, c'est pas Balzac, c'est pas Annie Ernaux. Elle a seulement la capacité d'écrire sur la case qui, à ce moment-là, est dans elle. Donc, c'est limité, mais elle dispose donc d'une sorte de plume ou de stylet. C'est pas commenté si je me souviens bien, dans le texte de Turing. C'est moi qui brode un peu, mais enfin, il faut qu'il y ait quelque chose capable d'écrire, au minimum. Et d'écrire quoi ? Donc, pas un roman, mais un symbole. Les symboles sont... Alors, eux, ils ne sont pas infinis comme le ruban. Les symboles, ils sont discrets au sens de la linguistique, c'est-à-dire c'est des éléments séparés, comme les petites cases. Et alors, les symboles sont pris dans une liste réduite.
Donc c'est à l'opposé, je ne sais pas si vous connaissez ça, la fiction des singes écrivants. On se demande si on fait écrire indéfiniment des singes qui écrivent n'importe quoi, est-ce qu'ils finiront par écrire l'Iliade et l'Odyssée? C'est une fiction, je ne sais plus qui a eu l'idée de ça, mais c'est une fiction qui est reprise dans Borges. Alors, elle peut effacer un symbole écrit et à la place écrire un symbole. Il faut qu'il y ait une gomme, il faut qu'il y ait un œil qui voit ça en plus du stylet. Donc gomme, œil, stylet. Ça commence à ressembler au jeu de l'amour, où c'est pierre, ciseaux, papier. Peut-être qu'on pourrait faire une comparaison. Bon, je ne sais pas. Donc, c'est sélectionné dans une table de symboles. Les symboles sont en nombre fini, donc on n'est pas tout le temps dans l'infini avec Turing. Il y a une liste de symboles. Et il y a une deuxième table, si je me souviens bien, qui est la liste finie des états dans lesquels la machine peut être. On ne définit pas dans Turing exactement ce que c'est que l'état. Ce n'est pas l'état de marche, etc. C'est sans doute une certaine configuration interne à la... Oui, c'est ça, une certaine configuration interne à la machine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est l'état dans lequel elle s'arrête. Hein? C'est l'état dans lequel elle s'arrête. Est-ce qu'elle s'arrête sur cette symbole? Oui, oui, tout à fait. Mais cette histoire d'état, c'est pas précisé, c'est une configuration de la machine. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Bon. Vous aussi, vous connaissez la machine de Turing? Ah, beaucoup intéressé, Christian Alberti. Et il y a une deuxième table, donc il faut noter ça, la liste des états. Donc, liste de symboles, liste des états, et au fond, ce qui définit ce que j'appellerais la position de la machine, c'est pas une position subjective, c'est une position mécanique de la machine, c'est la rencontre entre un état et un symbole. La conjonction temporelle et locale, j'invente, temporelle et locale du symbole et de l'état. Comme il y a le parapluie et, chez Lautréamont, le parapluie et la machine à coudre, ou chez Freud, l'ours blanc et la baleine. Enfin bon, là ils sont faits au contraire pour se rencontrer. C'est la rencontre turingienne. Alors le fonctionnement de la machine, évidemment, n'a rien de libre. Les cas sont égales, mais la machine n'est pas libre, et rien n'est libre dans cette histoire. C'est contraint par des instructions successives. Et je pense qu'on peut dire que c'est ça qui constitue l'algorithme. C'est la suite des instructions données à la machine en tant qu'elle les respecte, au doigt et à l'œil. Et donc, la machine reçoit l'instruction de ce qu'elle doit faire dans ce cas, dans le cas précis défini par le numéro de l'état et le numéro du symbole, si je puis dire. On lui dit, au cas où vous êtes, mais on le sait, étant donné que vous êtes dans l'état numéro temps et dans le symbole numéro temps, c'est moi qui invente que c'est numéroté, on ne dit pas ça, alors voilà ce qu'il faut faire. Il faut vous mettre dans l'état suivant et il faut tracer le symbole suivant. Et il faut vous déplacer de la façon suivante. Et elle ne peut pas se déplacer plus d'une case à gauche et à droite. Donc la pauvre, elle doit servir de son stylet, de sa gomme et de son œil unique comme Polyphème. Et donc effacer le symbole numéro 1, écrire le symbole numéro 2, enfin je les numérote comme ça peut être le symbole 36, transiter de l'état alpha à l'état bêta. Tout problème qui peut être formulé en termes, tout problème de calcul mathématique formulé en termes algorithmiques, c'est-à-dire répondant à suivant une procédure mécanique, et je dis tout de suite pas une procédure rhétorique, peut être résolu par la machine de Turing. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et le plus rigolo de l'affaire, c'est que
cette proposition, que les mathématiciens eux-mêmes ont appelée une thèse, n'a pas été formulée par Alan Turing lui-même, mais par un autre grand logicien qui s'appelait Alonzo Church. Et alors l'amusant, si je me souviens bien, c'est que cette thèse n'est justement pas algorithmique. On ne peut pas la mettre. Celle qui dit tout calcul mathématique algorithmique peut être résolu par la machine de Turing, cette thèse n'est pas algorithmique. Elle ne peut pas être démontrée par la machine de Turing. C'est une thèse très célèbre dans la logique mathématique. Évidemment, il n'y a que ça. Donc, ce n'est pas aussi splendide que la machine de Turing, qu'on peut toujours imaginer comme ce qui est un gratte-ciel de la logique mathématique. C'est une petite phrase, une phrase toute modeste. Je me permettrai de dire, avec mes souvenirs et sous réserve, que c'est quand même un trou dans toute cette histoire. Que cette thèse qui définit la plus haute capacité de la machine de Turing est elle-même ne peut pas être démontrée par la machine de Turing, par ces petits trucs de symboles et de machins. Et donc, satisfaction dans le peuple lacanien, nous avons trouvé le trou dans le calcul mécanique universel. Ah, je vois des petits éclats dans tous les yeux qui sont ici. Donc je suis très content. Je les vois même par le Zoom à New York, à Buenos Aires, à Madrid, à Barcelone, bonjour, bonjour, à Rome, à Turin, enfin bon, je ne vais pas énumérer, excusez-moi pour ceux que j'oublie, à Moscou, peut-être, j'espère, à Kiev, ils n'ont que ça à faire, vous pensez bien. Et donc, possiblement, c'est le S de grand tabaret que nous aimons tellement, dont nous parlons à tout propos. Bon. Si le grand problème de la machine de Turing, c'est le problème de l'arrêt, je ne l'ai pas écrit et je ne vais pas le développer, on comprend le rapport avec la passe. Et que je peux dire que derrière ce volume, il y a la machine de Turing. Même si je crois que l'expression ne doit pas figurer là-dedans. Alors, Lacan, au fond, résumons les choses, avait pensé qu'il avait trouvé l'algorithme de l'arrêt d'une analyse. Là, maintenant, comme vous avez gentiment suivi tout ce que j'ai dit, maintenant, ça peut aller très vite. Et ça, c'était complètement différent de Freud. Ça n'avait rien à voir. Donc, la première thèse de Sigmund Freud, c'était ça s'arrête quand on est satisfait, on en a assez fait, et on s'en va. On laisse la machine toute seule. C'est pas glorieux, mais enfin, c'est ça qu'il avait conçu. Deuxième version de l'arrêt, on s'arrête parce qu'il y a des impasses. Enfin, il y a une impasse avec deux versions selon qu'on est homme ou femme. Donc ça veut dire l'algorithme s'enraye, enfin la machine s'enraye. Elle ne peut pas fonctionner au-delà, mais c'est pas l'arrêt logique de la chose. Et donc, même conclusion, on s'en va. Le docteur Lacan, lui, il pensait avoir trouvé l'algorithme où la machine s'arrête conformément à la procédure déterminée au début. Bon, je vais plus vite là, c'est vraiment bon. Et donc, il avait trouvé, lui, comme analogone de la cure analytique, les échecs, si vous vous souvenez. Le début de la partie d'échecs, les débuts, les commencements qui sont en effet typifiés, c'est-à-dire il y a des manuels de début de partie, il y a des débuts de partie inventés par des génies des échecs qui sont répertoriés, etc., et les fins de partie. Et au milieu, je crois qu'il le mentionne, il n'y a pas de traité du milieu du jeu. D'accord ? Alors, Lacan, son premier modèle était un modèle
électrique, si vous pensez au fameux schéma carré où il y a un Z inscrit, si vous faites attention, vous vous apercevez que c'est un schéma électrique où il est question d'un coupe-circuit. Alors, je fais le malin, je n'ai pas trouvé ça tout seul. Je connaissais la bibliothèque de Lacan, puisque je l'avais rangée pour le remercier de m'avoir invité. Parmi cette masse, il y avait un livre que j'ai feuilleté et j'ai trouvé un schéma qui ressemblait beaucoup au schéma de Lacan. Et je me suis dit, c'est là qu'il a pris ça. En le modifiant, etc., en le simplifiant, mais je me suis dit, c'est sûr qu'il a pris là. Et j'en suis toujours sûr. C'était un livre assez élémentaire sur l'électricité, dont Lacan avait dû servir comme il s'est servi du Boisse. Sauf que, oui, parce que le Boisse, il en part et puis il fait des manigances à sa façon. Et je pense qu'il a fait la même chose pour les circuits électriques et que ça vient de là. Mais je trouve que ce qui est très bon comme analogone de la cure, c'est la machine de Turing. Alors, il faut voir jusqu'où ça va, puisque je n'ai jamais développé ça. L'algorithme de la psychanalyse, si mon souvenir est bon, ça jouait sur les séquences avec loi et les séquences sans loi. Lawless. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est les séries sans algorithme. Sinon, de se poursuivre. Mais on n'est jamais assuré de ce que ça va donner. Appliquer la machine de Turing pour conceptualiser la cure analytique, rien de plus simple, une case à la fois, une séance à la fois. Et c'est vraiment une séance à la fois, parce que des personnes qui doivent partir, elles font une séance, on attend un moment, elles en font une deuxième. On ne dit pas, parce que vous êtes là, on va faire une séance plus longue. La séance, c'est une séance, c'est discret. Donc ça colle avec la case. La machine écrit un symbole, la machine c'est l'inconscient, ça lâche quelque chose, ça lâche une formation de l'inconscient. Mais chez Turing, il y a un seul symbole. Donc, dans la cure analytique, ça doit être la même chose. Une formation de l'inconscient, pas deux. Pour ça qu'il y a des séances courtes, et même ultra courtes. Et je me dis, je ne fais pas des séances assez courtes. Je les ai raccourcies, mais c'est encore trop long. Il faut que je fasse des séances turingiennes. Coupure, pure coupure. Et donc, on fait des séances courtes et calculeuses. Et s'il y a plus d'une formation de l'inconscient, ça dérègle complètement le truc. Et je suis persuadé que Lacan faisait comme ça. Sauf que je ne suis pas sûr qu'il attendait toujours même une formation de l'inconscient. Il considérait déjà qu'aller le voir, c'était une formation de l'inconscient. Et étant donné que ces séances étaient si courtes à la fin, c'en était une. C'était une manifestation de transfert. La pure manifestation de transfert qui était de venir le voir. Le coup d'après, la séance d'après, la machine regarde où elle en est et elle lâche un nouveau symbole, une nouvelle formation de l'inconscient. Alors, c'est encore mieux ce que j'ai trouvé. On parlait de table finie des symboles. S barré, S1, S2, petit a. Après, il y a une table des états. Très bien, une table des états cliniques. Et, alors on pourrait dire que dans les symboles, petit a n'émerge jamais, et que le coup où petit a émerge dans l'algorithme, enfin, émerge, et qu'il est en conjonction avec un état maniaco-dépressif, bingo, le sujet est la passe. Donc, l'analogone fonctionne pas mal. Alors, évidemment, vous n'êtes pas sûr du calcul, ça arrive tout le temps. Quand il y a eu le dernier, là, l'anglais formidable qui a trouvé, qui a vérifié la thèse invérifiable de Fermat, que tout le monde s'était essayé de vérifier depuis que Fermat avait écrit ça dans une marge, et qu'il avait dit « Ah ben, je n'ai pas la place dans la marge d'écrire la démonstration ». Et d'ailleurs, ça a été toute une affaire de vérifier ce dernier truc. Il y avait 6 personnes dans le monde qui étaient capables de vérifier. À un moment, on a trouvé une erreur dans la démonstration. Il a fallu réparer. Donc vous voyez
que même chez les plus grands, et ça arrive. Donc, c'est concevable que dans le calcul d'une passe, il y ait une erreur aussi. C'est pas honteux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie 2 jeunes mathématiciens auprès de celui qui prétend avoir connu la formule d'arrêt. Les mathématiciens sont pas aussi fortiches normalement que le gars qui a trouvé, qui pense ça, mais ils prennent des notes abondamment et ils vont rapporter ça à un jury de spécialistes. Alors le mathématicien initial n'est pas présent parce qu'on ne veut pas l'humilier justement si ça ne marche pas. Et on étudie la démonstration, etc. Et on dit si la démonstration est valide ou non. Le gars ou la jeune femme a passé, on lui donne un prix. Chez les mathématiciens, le plus haut prix, c'est la médaille Fields. Alors, donc, la médaille, c'est pas la médaille Fields, c'est la médaille Lacan. Et la médaille Lacan s'appelle AE. Ça serait plus parlant d'appeler ça médaille Lacan. Et de remettre, le président de l'école remettrait un cordon. Alors maintenant, on peut me poser les questions. Adriana Campos, venez poser votre question. Adriana Campos, qui fait partie de l'équipe de la librairie de l'école de la cause freudienne. Voilà. La nécessité de la passe dans l'ECF tient à une conception de la cure comme étant démontrable. Vous dites, page 314, les réels enjeux, s'il y en a, c'est la passe qui les fait exister. Il faut un usage de la psychanalyse qui exige d'elle un résultat démontrable. Alors voilà ma question. Comment s'articule réel et démonstration dans la passe, et plus précisément dans la passe contemporaine, voire dans la passe des démons? Merci. Je vous connais bien, Adriana, mais vous êtes d'origine argentine. Argentine. Voilà. De Buenos Aires, vous voyez que l'Argentine est représentée ici par Adriana Campos. Alors, voilà ma réponse improvisée. Je vais aller vite pour arriver aux autres questions. Vous dites très bien que c'est une question de cure démontrable. Et donc ça colle parfaitement avec mon analogone de la machine de Turing. C'est une question de démonstration. Mais alors la différence, quand même, c'est que la cure analytique ne marche pas comme ça. Ne marche pas comme une machine de Turing, c'est tout le problème. Ça peut être un analogone fécond, mais c'est là qu'on s'aperçoit que la machine de Turing, ça répond à une procédure, et si on peut dire universelle, alors que il n'y a pas de procédure universelle dans la cure psychanalytique. Bon, c'est à vérifier, on doit pouvoir raffiner ça davantage, mais bon. Alors, et je me demandais, est-ce qu'il y a du calcul ou non dans la cure analytique? Bon, il y a certainement le calcul du patient quand il calcule « j'y suis », mais justement, vous posez la question de la passe contemporaine. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'elle est, je sais la passe que je voudrais, puisque je l'ai exposée dans le liminaire comme ça, écrit en pleine crise de la passe à l'école. Pour la passe contemporaine, ce que j'en souhaite, c'est que on donne plus de poids à l'énonciation qu'à l'énoncé. C'est très compliqué, je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais logiquement, comme dirait l'autre, ça devrait être ça. C'est-à-dire, alors logiquement ça doit être ça, mais évidemment c'est pas du tout de la logique. En logique, l'énonciation, zéro. L'énonciation, ça compte pour rien, il n'y en a pas. C'est pas seulement qu'il n'y a pas le ton, etc. Mais enfin, vous avez la thèse de Church, c'est pas de la rhétorique. C'est pas, on se demande pas, est-ce Church a-t-il réussi la passe? Enfin, on se demande pas dans quelles conditions mentales il est, ou subjectives, ou s'il est hypomane ou pas, s'il est fou, on s'en fout complètement. Dans tout le séminaire 23 où on parle de Joyce, il n'y a pas une fois le mot psychose. Pas une fois.
Donc, c'est pas discriminant. Bon, alors, 2. Alors, Stéphanie Haug, qui nous vient de Nice, qui fait partie de l'équipe de la librairie aussi. La passe apparaît situer une fin, celle de l'analyse, sans pour autant constituer un terme définitif, un point d'arrêt ou final. Par le dégagement du désir de savoir, elle ouvre une autre voie, inaugurant un passage, une passe, en contrepoint de l'impasse qu'a soulevé Freud dans son texte L'analyse finie, analyse infinie. Est-ce en ce point que réside l'un des paradoxes de la passe, celui d'une question qui ne conclut pas, et si ce paradoxe peine à être maintenu vif, est-ce que cela ne concourrait pas à l'échec de la passe ? Pour aller vite, je trouve formidable votre formule, une fin qui ne conclut pas. Ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment du meuble. Bon. Et ça fait bien voir la différence avec la machine de Turing. Il y a plein de choses qui se rapportent à la machine de Turing, qui font de la machine de Turing un analogone possible de la cure analytique, mais justement qui a l'avantage de montrer en quoi la cure analytique s'en distingue, en quoi elle s'en rapproche, en quoi elle s'en distingue. Et là, on voit bien, quand la machine de Turing stoppe logiquement, démonstrativement, comme il faut, tout le monde s'en va. C'est terminé. On remballe la machine de Turing. On remballe la machine de Turing, on remballe le ruban infini. Je peux parfaitement remballer le ruban infini, puisque c'est Aleph 0 de Cantor, le plus bas, l'infini dénombrable. Donc, on peut l'emballer dans le Aleph 0. C'est ça qui est propre à la machine analytique, c'est qu'elle a le OK, et ensuite elle repart. Ce qui n'est pas du tout possible avec la machine de Turing. Ça, c'est possible avec Terminator. Je ne sais pas si vous connaissez Terminator, que j'ai cité d'ailleurs dans un tweet. C'est que Terminator, tout le monde est persuadé qu'il est mort pour toujours, et hop, dans le film suivant, il réapparaît en pleine forme. Eh bien, ça, c'est mieux que la machine de Turing pour la fin. C'est que c'est la fin Terminator dans la psychanalyse. C'est-à-dire, dans Terminator, il y a terminé, mais ça a la puissance de renaître. Et c'est pour ça que nous avons l'outrepasse et autres. Et ça, j'avais pas vu ça avant. Je voyais bien qu'il y avait l'outrepasse, puisqu'il y avait des AE qui reprenaient leur analyse. Bon, eh ben c'est le modèle Terminator qui s'applique dans ce cas-là, la version Terminator. Donc, oui, je dis, donc c'est pas un échec si l'AE est du type Terminator. Et merci de m'avoir donné l'occasion d'avoir ces idées. Et maintenant, on prend la question suivante, c'est de là Isabelle Magne. Alors, je trouve ce recueil très important. Jusqu'à cette publication, il n'était pas si facile de trouver des textes sur le dispositif de la passe. Et un de vos textes m'a tout particulièrement intéressé, celui concernant les notes du passeur, avec cette question sur les effets des écrits dans, je vous cite, la transmission indirecte. La question, les notes du passeur entravent-elles la parole et par là le rapport à l'inconscient? Bon, merci. Comme question, les notes, c'est valable si, c'est même nécessaire, si la passe est au niveau des énoncés du passant. Si c'est au niveau des énoncés qu'on juge la passe, faut rapporter le plus exactement possible les énoncés. Si le plus important c'est l'énonciation, on peut prendre des notes, là le sujet a un ton animé, là, oui c'est vrai, on peut faire ça, mais enfin, oui on peut faire ça, c'est quasiment des notations musicales. Mais enfin bon, c'est très difficile de noter l'énonciation. Je n'ai pas réfléchi ça dans le détail, mais quelle notation y a-t-il de l'énonciation ? Il faut peut-être voir en phonologie, il y a quelque chose à trouver là-dessus. Bon, enfin, pour l'instant, ici, on dira que ce n'est pas pour l'énonciation, et que
Alors, les énoncés, c'est plus proche de la passe machine de Turing. Et parce qu'il y a une certaine mécanique, ça s'enchaîne, on peut dire là c'est complet, c'est incomplet, etc. Tandis que, donc on pourrait dire ça se rapproche d'une procédure mécanique avec les énoncés, tandis que l'énonciation c'est la rhétorique. C'est pas la mathématique, c'est la rhétorique. Alors Aurélie, qui fait partie aussi de l'équipe de l'EURL, qui est parisienne. Oui. Non. Alors, dans votre recueil, page 38, vous indiquez que le fantasme est la fonction qui coordonne le sujet nomade du désir à l'objet qui le fixe. Vous précisez que le sujet du désir, qui est sans doute nomade, n'en est pas moins accroché à un point fixe, à un piquet autour duquel il dérive. Il est question aussi à plusieurs reprises dans l'ouvrage de traversée du fantasme. Et je me demandais dans quelle mesure le fantasme peut être traversé à l'égard de ce point de fixité. Très bonne question encore. Vraiment, je peux dire que j'admire les questions qui sont posées. Je suis fier de la formation qui vous a été dispensée à l'école de la cause freudienne, parce que c'est vraiment topique. Dans le supplice chinois qui fascinait Georges Bataille, où le gars, le supplicié, est attaché à un poteau et soigneusement dépioté, de telle sorte que sur la photo, on voit ses côtes apparaître. C'est drôle. Sur Internet, vous n'avez pas... D'abord, il y a... Quand vous mettez supplice chinois Bataille, vous obtenez en effet, il y a une seule occurrence, il y a un seul tweet à ce sujet. C'est formidable. Un seul. Et en plus, vous n'avez pas un accès direct à l'image, il faut cliquer sur l'image pour qu'on vous découvre la photo. C'est quelque chose. Alors, pourquoi j'évoque ça à votre propos ? C'est pas du tout que je veux vous faire passer dans un supplice chinois, c'est que on dépiote là l'homme et que c'est la chair qu'on enlève. Alors, ça peut s'enlever de différentes façons, ça arrive tout le temps qu'on enlève la chair. Ce qui est très différent de la chair, c'est le squelette. Alors la chair, on peut quand même en enlever beaucoup et rester vivant. Alors, on enlève la chair, reste le squelette. Bon, on peut enlever en plus des morceaux du squelette et rester tout à fait viable. Enfin, pas la chair enlevée tout complètement, on ne reste pas viable. S'il y a une quantité suffisante de chair et que on peut enlever l'os du bras, enfin un des os du bras, enfin pas celui-là sans celui-là. Enfin celui-là, on peut vous charcuter le squelette. Mais il faut qu'il en reste. Bon, alors la chair, on coupe dedans donc, puis on fait des tas de trucs à ce niveau-là, on met des voiles ou on met pas de voiles, on met de la barbe, on met pas de barbe, on la couvre d'une certaine façon et tout, mais enfin, on se déguise. Alors, allons-y. Oui, alors la passe, dès sa création par le docteur Lacan, et tout le long de l'histoire de l'ECF, a constitué un enjeu essentiel de débat qui ont traversé l'école. Pour autant, les textes les plus anciens reproduits dans ce recueil le mettent bien en avant. Si la procédure a parfois été rejetée par certains, personne ne conteste l'existence d'un moment de passe dans une cure, du hoquet lacanien. Et pourriez-vous dire s'il y a eu des modifications dans le repérage de ce moment de passe, si cette bascule de l'analysant à l'analyste s'est modifiée durant ces 40 dernières années, et si oui, quelles seraient ces modifications ? La procédure, vous notez très bien que la procédure a parfois été rejetée par certains, mais qu'aucun ne contestait l'existence d'un moment de la passe. Pourquoi ils ne contestaient pas ? Parce qu'ils ne voulaient pas être largués par Lacan.
Lacan disait, il se produit il ne dit pas un moment de la passe, je vais critiquer ça, mais enfin, il y a la passe dans l'analyse. Ah, mais nous connaissons, mais bien sûr que la passe, mais ça, on est familier, ça, on a tout le monde a repéré ça, etc. Ben, voilà pourquoi ils ne contestaient pas. Vraiment pour ça. C'est pour ça qu'il n'y en a aucun qui a contesté, alors qu'ils étaient tous à contester. Là, quand la procédure, etc., vous l'avez le témoignage par la réplique que Lacan leur fait dans le discours à l'EFP, et j'ai déjà mentionné que donc c'est la réponse à la discussion qui s'était passée le mois d'avant, où ils s'étaient tous jetés contre la procédure avec les précautions d'usage, parce qu'il y avait Lacan qui était quand même assez un lion, mais ça ne les enthousiasmait pas du tout. Et puis il y avait l'idée, oui, mais est-ce que vous ne faites pas ça pour favoriser les normaliens qui, n'ayant aucune pratique clinique, seraient susceptibles et tout. C'est pour ça qu'il répond, mon Boudoulm, son morceau de l'école normale, qui était moi-même. Alors, ce que je critiquerais dans votre question, enfin, c'est l'idée moment de passe. Ça, c'est la déviation qui s'est produite après, parce que pour Lacan, il n'y avait pas de moment de passe, il y avait la passe ou pas la passe. C'est après qu'on a inventé, ah, ça ressemble à un moment de passe, ah, pourquoi ne pas inventer? C'est très légitime, mais c'est pas Lacan. Lacan, il y avait la passe, on la faisait une fois et pas deux, et puis ciao. C'est pas, et il y a un moment de passe, et deux moments de passe, à trois moments de passe on nomme, personne n'a dit ça comme ça, mais enfin, ah ben je l'ai raté une fois, ben je vais recommencer la deuxième fois, ce sera plus complet, etc. Puis je saurai comment m'y prendre, etc. Ça sera la deuxième session. C'est pas l'idée de Lacan. C'était une fois, c'était naturel à l'époque une fois. Il y a un con qui a, là je laisse le mot con, il y a un con qui a ouvert les portes. Le con, c'était moi. Pourquoi? Par souci de justice, par souci humanitaire. Parce que je me disais, là-bas, c'était le jury où il y avait Lacan. C'était une garantie. Là, il n'y avait pas de Lacan. Ça allait être permutatif. Les gens pouvaient tomber sur un mauvais jury. Un jury incapable, ou un jury comprenant quelqu'un qui voulait surtout pas que la personne soit nommée pour des raisons extra-cliniques. Et la connerie que j'ai faite, c'est par souci de justice et humanitaire. J'ai dit dans un collège de La Passe, j'ai retrouvé ça, j'étais ébahi, j'ai dit une fois, éventuellement deux, en pensant à ça. Ça n'a même pas été voté. Ça, bon, mais je pense que les gens se le sont dit, l'ont dit aux autres, et c'est devenu un droit, faire La Passe deux fois. Ça, je le savais, après, bon. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était arrivé à 3 fois. Alors après, dans le collège de La Passe, il est apparu qu'il y avait des cas que 3 fois il y en avait plusieurs, qu'il était apparu le 4 fois La Passe, et que, bon, alors, ça allait être une série exponentielle. C'est-à-dire, avec ça, on aurait le droit de faire La Passe tous les ans jusqu'à sa mort. Pourquoi pas, d'ailleurs, ça serait stimulant pour les personnes qui font ça. À chaque année, je fais ma passe, comme chaque année, je vais au Festival de Cannes. Alors, la question, c'est est-ce que nous voulons aller dans cette direction? Heureusement pour moi, le Collège de La Passe a plutôt tranché à la majorité ou à l'unanimité pour le retour à la pratique de Lacan. C'est risqué, parce qu'il n'y a plus Lacan dans le jury. Il n'y a pas un jury où il y a Lacan. Ça va permuter, ça peut donner beaucoup de choses. On dit le Collège de La Passe va choisir les 2 cartels. Que ça va nous donner, ça va être des sages qui vont choisir les 2 cartels. J'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup à la sagesse collective de cette instance. Et je pense qu'il faut remettre un peu la chose sur le métier. Je ne sais pas si vous l'avez annoncé déjà ou non, qu'on pensait à une réunion supplémentaire du Collège de La Passe, qui a déjà adopté le règlement avec une fois. Mais je pense qu'on devrait revenir sur et comment sont choisis les membres du jury. Ben, on ne trouvera pas de bonne solution, mais...
Suite à la lecture de ces recueils, tellement éclairants sur les dispositifs de la passe, j'ai été intéressée par le chapitre sur les fondements névrotiques du désir de l'analyste. Ça, je crois toujours que c'est vrai. Hein. Je ne sais pas à quelle date j'ai écrit ça, mais... c'est un ancien texte. Hein? Je n'ai pas la date en tête, mais c'est un texte pas tout à fait récent, effectivement. Un texte plus ancien, j'ai plus d'expérience maintenant, je crois tout à fait ça. Vous évoquez, parmi d'autres éléments... Hein? 1992. Non. C'était ça, je crois. 1994. Bon, ben, j'ai dit ça. Moi, j'ai commencé à analyser, je sais, juste en 1981, dans les 3 semaines ou 1 mois qui ont suivi la mort de Lacan. Oui, alors... Alors, vous évoquez, parmi d'autres éléments, une position à partir d'un trait d'exception, que ce soit du côté de l'unique, du préféré ou de l'exclu, pour les sujets qui se proposent à la passe. Alors, oui. Ma question est, est-ce que la nomination je d'AE... pense ça toujours, là, c'est 94, donc j'ai, 26 ans d'expérience en plus. Je suis comme Mitterrand, je n'ai pas bougé. Alors, est-ce que la nomination d'AE et le travail de transmission qui suit auraient un effet sur cette position, une conséquence sur leur pratique analytique, sur les racines névrotiques du désir de l'analyste? Bon, on pourrait dire un ancien névrosé garde toujours les traces de sa névrose. Mais l'idée d'ancien névrosé est très discutable. La psychanalyse ne guérit pas la névrose plus que la psychose, elle ne guérit rien du tout. Et donc on ne guérit personne, bien sûr, mais on atténue. Et même on transforme des souffrances en satisfaction. Ça, on y arrive. Et je dirais pas facilement, mais enfin... déjà, la passe, c'est même bien au-delà de la transformation de la souffrance en satisfaction, qui doit d'abord, qu'est-ce que je dirais, la souffrance s'accentue, enfin c'est ce qu'on dit au début de l'analyse, parce que les symptômes s'intensifient, etc. Mais il y a quand même le phénomène que les Américains ont, pour une fois, ou les Anglais ont bien appelé la lune de miel. Au début de l'analyse, où ça marche à fond, où on trouve des tas de choses, enfin si le sujet est doué. Bon, enfin si ça marche bien. Et donc ça s'améliore, la souffrance, au contraire, on est content d'exposer ces souffrances, de voir le fondement de ça, les articulations, comme c'est intéressant. Même dans l'Omora, on voit ça. Il arrive avec sa souffrance, avec le rat qui pénètre dans l'anus et tout, et après, ça devient passionnant, et pourquoi, et comment, et le capitaine cruel, etc. Donc, profonde satisfaction. Donc ça va assez vite, là. Si on joue le jeu, pour que ça dure, c'est plus compliqué, bien sûr, etc. Pour moi, qu'il y a des fondements névrotiques dans l'exclusion, la préférence et tout... Est-ce que je veux dire que j'ai jamais rencontré le démenti? Je crois que je peux le dire. Ça me paraît un algorithme, ça, une partie algorithmique universelle. Alors, elle n'est peut-être pas, là je vais vite pour répondre, je n'y ai pas pensé avant, mais bon. Donc ça, alors à la fin de l'analyse, évidemment, on est supposé, alors justement, les analystes, non lacaniens, les analystes d'avant pensaient qu'une fois qu'on avait fini son analyse, on nageait dans le bonheur. C'est pour ça que quand Lacan se moque des pratiques de l'IPA, c'est un texte qu'on ne lit pas assez, Situation de la psychanalyse en 56, c'est un texte tordant, d'un art satirique supérieur. J'ai eu tort de ne pas le mentionner dans mes influences politiques. C'est digne des moqueries. Je ne vais pas mentionner non plus Lucien, le satiriste grec. Vous pouvez en trouver. Il y a des petites satires de Lucien qui sont en livre de poche, des petits livres de poche, c'est très bien. C'est lui qui a écrit Philosophe à vendre, où on voit les philosophes qui essayent de vendre leur doctrine, qui sont comme des esclaves, c'est à mourir de rire, tellement exact, toujours. Et
Donc c'est digne de Lucien, etc. J'aurais dû le mettre dans mes influences, parce que c'est un texte tordant, et qui en plus, pour ce que je sais, très exact, et où le grade supérieur, c'est la béatitude, les béatitudes. Donc c'est même au-delà du bonheur, on nage dans la félicité, c'est se moquer justement de la doctrine quand on a fini. Alors là, c'est formidable du point de vue génital. Quand quelqu'un meurt, à qui vous êtes attaché, ça vous fait rien. Enfin, je n'exagère pas. Hein, Alors, oui, donc est-ce que j'ai répondu à tout sur la question de Sissi ? Donc j'ai dit pour le trait d'exception et tout, je crois ça, après 26 ans, je crois la même chose. Je crois que ça ne conduit pas du tout l'AE ou celui qui a vraiment fini son analyse, je crois, comme la thèse précédente. Ça peut éventuellement, on peut avoir un hockey. Et que, attendez, comment vous vous exprimez, et pour l'AE, ils sont très contents quand ils sont nommés AE, ils sont fiers, je ne dis pas qu'ils appellent leurs parents pour dire ça, parce qu'ils peuvent être exclus de leurs parents, donc, etc. Mais ils sont fiers, ils sont contents, mais enfin, c'est pas la béatitude, c'est plus à la mode la béatitude. On n'est plus béat aujourd'hui. On est woke. Étant woke, la béatitude est plutôt mal vue, parce comme on saigne de toutes les discriminations qui ont lieu dans le monde, aujourd'hui, hier, avant-hier, et depuis les débuts de l'histoire, on ne peut pas être dans la béatitude. Et ça influence quand même tout le monde. Bon, donc c'est pas la béatitude. Comment qualifier cet état ? On pourrait dire que c'est un état qui favorise quand même le principe du plaisir, qui permet de renoncer à l'au-delà du principe du plaisir, c'est-à-dire à ce qu'il peut y avoir de souffrance dans la jouissance. J'ai noté qu'à partir d'un moment, Lacan fait plus. À un moment, c'est fondamental pour lui la différence, et à un moment, il fait plus la différence. Donc, il croit plus, et il le dit, il croit plus à la transgression. Quand à un moment il en parle, et d'ailleurs, quand il parle de la transgression, il n'est pas le seul intellectuel de l'époque qui parlait de transgression, c'est très à la mode, la transgression. Il y a au moins Klossowski qui en parlait, je crois. Conquiert peut-être une certaine homéostase et détaché de la jouissance de l'au-delà du principe du plaisir, en tout cas pas esclave de ça et ne recherchant pas la souffrance qui pourrait aller avec, puisque la jouissance au-delà du principe du plaisir, c'est pas du plaisir, si je puis dire. C'est pas de la joie. Alors, bon, il faudrait du temps pour raffiner ça, parce que évidemment, moi, dans ce que je fais, il y a un certain forçage. D'abord, il faut déjà que je me force à ne pas rester entre mes patients, mes livres, mes amis, ma famille, etc. Donc il y a un petit forçage que je fais volontiers, avec du goût, qui ne produit pas de la souffrance, mais qui est quand même au-delà du principe du plaisir. C'est au-delà de la routine. Sans ça, c'est la routine de tous les jours. Donc, voilà la problématique à étudier selon moi et que j'étudierai. Grâce à vous. Merci Sissi. Merci beaucoup. Merci à vous. J'applaudis votre résistance. Le fait qu'il y a deux collègues qui ont apporté leur contribution sur la machine de Turing, enfin en tout cas qui étaient au courant de la chose. Les questions dont vous avez pu constater qu'elles étaient absolument pertinentes. Et je remercie le président Zuliani et les membres du directoire. En tout cas, je me suis bien amusé moi-même. Nous aussi, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Au revoir les collègues du Zoom.